À la veille de l'ouverture du procès d'Anne Yvonne, nous recevons une des voix qui a tonné dans le temps, en la période où cette affaire a éclaté. Monsieur Laurent Metognon, bonjour, Monsieur Laurent Metognon. Bonjour, madame. Alors, Monsieur Laurent Metognon, qu'est-ce que vous savez de l'affaire d'Anne Yvonne? Ce cadre, ce 17 août 2010, est sorti des bureaux comme tout travailleur à la fin des services, est passé voir son épouse à la cité Ouiro, Capo Anne, et n'est plus jamais réapparu 15 ans après, parce que bientôt ça fait 15 ans qu'il a porté disparu. Ce que nous savons, c'est que nous avons alerté l'opinion publique de cette disparition et nous avions demandé en son temps que la puissance publique nous aide à faire les recherches de ce camarade. Jusque-là, nous sommes dans l'attente et je pense que le procès qui s'ouvre nous donnera plus de précision. D'accord. Mais il y a eu des investigations, il y a eu des enquêtes, il y a eu des exhumations. Vous aussi, vous avez suivi tout ça. Qu'est-ce que vous avez appris comme information durant tout ce temps jusqu'à aujourd'hui? Depuis ce temps, on nous a présenté un certain féticheur du nom de Alofa qui serait l'assassin de Pierre-Hubert Dagnivo. Je pense qu'au premier procès qui était ouvert de façon tonitruante, parce qu'on avait placé des baffes du palais jusqu'à la jusque sur la voie, où tout le monde pouvait écouter ce procès en direct. Je pense que c'était en 2011, si mes souvenirs sont exacts. Après, il y a eu un autre procès, un second procès, où Alofa s'est rebuffé et dit que ce n'est pas lui qui a tué Dagnivo. Jusqu'à présent, c'est ce qu'il dit. Je sais qu'il y a eu des tests d'ADN parce que à la première recherche, ceux qui étaient sur le dossier comme les enquêteurs, et c'est là où je parle d'une disparition mystérieuse. Le procès en lui-même sera mystérieux. Parce que les premiers enquêteurs, il y en a qui sont déjà morts dedans. Peut-être qu'ils ont laissé des rapports qui consignent ce qui... Oui, ils ont laissé des rapports, mais s'ils sont là, on leur poserait des questions sur les rapports. Parce que c'est les premiers. Et je dirais que l'un des valeureux avocats qui nous a beaucoup accompagnés dans ce dossier, Maître Sambaou, lui aussi il est déjà mort. Paix à son âme. D'accord. Monsieur Metognon, qui était Pierre-Hubert Dagnivo? Pierre-Hubert Dagnivo était un administrateur de banque. C'est la première promotion, je pense, de l'INE, devenu un cadre mérite, et qui était au ministère des Finances et de l'économie. C'est lui qui s'occupait des projets, je pense, de la douane, et ainsi de suite. Donc, Dagnivo, un homme assez calme. Et j'ai de la peine à vous dire comment je le vois chaque matin monter les escaliers, puisque mon bureau faisait face aux escaliers, donc il s'arrêtait toujours. Bonjour Foufou, avant de monter au 4e. Il était un homme sans histoire. Sans histoire. Un homme sans histoire. C'est pour ça que sa disparition a étonné beaucoup de travailleurs qui ont pesé de tout leur poids pour qu'on ait les séries de recherches, de contradictions dans les informations qu'on avait, et de suite. C'est une disparition qui a connu beaucoup de contradictions dans les faits qu'on nous a révélés. Le corps qui a été exhumé à Womé
D'abord, je reviens sur quelque chose qui est très important. Alofa était déjà 3 jours avant, le 17 août de 2010, où Dainvo a disparu, était déjà au commissariat de Godomé pour vol d'engin. Ça là, on le sait. C'est du commissariat qu'il a fui pour pouvoir aller là où on a fait l'exhumation, doit-on une cabane là comme sa maison, là où il vit. Et à quelques mètres de sa cabane, on exhume un corps qui était en putréfaction déjà très avancée. Vous avez vu le corps? Moi, j'ai vu le corps puisque moi, on m'a autorisé au moins à rester là où on devait faire l'exhumation. Et vous avez pu l'identifier? Je ne pourrais pas. Le corps que j'ai vu là, non seulement était en putréfaction déjà très avancée, quelqu'un qui est décédé, en tout cas, quelqu'un qui est porté disparu le 17. Moins d'1 mois après, on va pour l'exhumation et on voit déjà un corps en putréfaction avancée. Il y a de quoi quand même se poser assez de questions, surtout que la famille qui était avec nous à l'exhumation a dit que ce n'est pas leur frère. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait le retrouver vivant maintenant, 15 ans après? Le procès de demain nous le dira, puisque ce que le pouvoir avait fait comme test d'ADN a été contesté par la famille. La famille a dit qu'elle-même aussi elle va faire les tests d'ADN. Je ne sais pas s'ils ont déjà eu les résultats et c'est ça qui motiverait l'ouverture du procès de demain, je ne sais pas. Mais tout compte fait, les ravisseurs seuls savent ce qui s'est passé le 17. Parce que il doit y avoir eu des ravisseurs, il doit y avoir eu des gens qui sont, en tout cas, qui l'ont intercepté. Soit quand il a quitté sa femme à Rouillon, qui l'ont intercepté, ou l'ont suivi jusqu'à un certain niveau et l'ont intercepté. Puisque le type a disparu avec toute sa voiture. C'est avec la voiture, jusque-là on n'a pas retrouvé la voiture. Mais qu'est-ce qu'il faisait au ministère des Finances? Est-ce qu'il savait des choses pour lesquelles on pouvait le faire taire? C'était un syndicaliste comme vous? Non, il n'était pas syndicaliste, mais il était membre du syndicat. Oui, bien sûr. Il était membre d'abord du Centracef, qui est membre de la FECENTRA Finance. Il était un homme politique et de l'UN, plus précisément. C'est ce que je sais de lui. Est-ce qu'il en connaissait un peu trop? Je ne peux pas le dire, puisque moi, je suis membre du Parti communiste. Lui, il est de l'UN. Et en ce moment, les points de vue n'étaient pratiquement pas les mêmes. Donc, du coup, on ne discutait pas trop politique. Et si vous avez connu cette période, vous devez déjà savoir de quoi je parle. Donc, c'est ce que je peux dire de Pierre-Hubert Dainvo. Mais qu'il en connaisse un peu trop, c'est les commanditaires ou les ravisseurs qui peuvent en savoir. Si vous le permettez, on va revenir sur les contradictions dont vous parliez. Vous disiez qu'il y avait assez de contradictions dans ce que vous avez entendu comme résultat sur les enquêtes. Quelles contradictions encore avez-vous noté à part les... Non, les contradictions, c'était au sommet du pouvoir. Parce que lorsque nous, on a commencé les mouvements, c'était seulement dans le cadre de faire avancer l'enquête pour qu'il n'y ait pas trop de temps entre l'enquête et les résultats qu'on va nous donner. Je me rappelle même le chef de l'État, en ce temps-là, lorsqu'il a reçu la famille, a promis, et c'est exactement, voici la phrase, « Plaise à Dieu, je vais retrouver votre fils. » C'était monsieur le président Boniaï. Il a promis, certainement parce qu'il a vu que les enquêtes avançaient et qu'on pouvait avoir la réalité. Jusqu'à l'heure où je vous dis, Alofa demain nous dira si c'est vraiment lui qui a tué Dainvo. Parce que si, par extraordinaire, les tests d'ADN donnaient toujours les mêmes résultats et que Alofa maintenait que ce n'est pas lui qui a tué Dainvo, quel serait le résultat? Surtout que lui en prison, je l'ai vu en prison, je l'ai vu. Je l'ai vu le jour où on faisait l'exhumation, Alofa. Il n'est pas plus gros que moi. Or, Dainvo fait au moins 2 fois lui. Et je me suis même demandé le jour-là, rigolant avec ceux qui faisaient l'exhumation, lui là, il ne peut pas trimballer Dainvo de la cabane là où il dit qu'il a une taille. C'est faux. Il ne peut pas. Voilà quelqu'un qui est en prison il y a longtemps. Il est certainement fatigué. Il avait déjà dit, c'est moi qui ai fait. Après, il a renié. Si demain il maintient que ce n'est pas lui qui a tué Dainvo et que les thèses d'ADN nous prouvent le contraire, qui a tué alors Dainvo, on se posera toujours cette question. C'est pour ça que je dis que c'est mystérieux. Et j'ai de la peine à en parler.
Comment vous avez trouvé le déroulement des procès qui ont eu lieu jusque-là par rapport à cette affaire? Non, les procès qui ont eu lieu, les juges, c'est sur pièce qu'il faut le jugement. Peut-être qu'on n'avait pas, les enquêtes n'avaient pas produit toutes les pièces. J'ai participé au premier procès. Mais ça s'est arrêté brutalement. On a déconnecté toutes les choses là. Et les baffes, tout ça là. Et puis ça s'est fait un peu comme à huis clos et après ça s'est éteint. On a repris, je pense, je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième reprise, sous le pouvoir actuel. J'étais en prison et pourtant je suis venu au procès. Ils vous ont permis d'aller au procès dans votre... On est venu m'extraire de la prison pour le procès. Et là, on était en plein procès quand on a arrêté le procès. Et maintenant, on rouvre ce procès aujourd'hui. Mais je sais que les luttes n'ont pas cessé parce qu'au niveau de son village, du village de Pierre Hubert d'Ivoire à Sey, il y a eu un comité de lutte qui a été mis en place, dirigé par un certain Deboué Faustin, qui chaque année, par des manifestations, rappelait toujours qu'on rouvre ce procès. Et je pense qu'ils ont envoyé une correspondance en 2024, tout récemment, je pense en novembre, c'est peut-être le 11 novembre, si mes souvenirs sont exacts. Ils ont adressé une lettre au ministre de la Justice demandant la réouverture de ce procès. Est-ce que c'est ça qui motive ou bien le pouvoir lui-même avait déjà envie de la réouverture de ce dossier, suite également aussi à la correspondance qu'Alofa a envoyée? Parce qu'Alofa dit que lui il est fatigué et que lui n'a rien fait et autres là et de suite. Je pense que vous avez eu cette correspondance. Si Alofa, aujourd'hui fatigué en prison, dit que lui n'a rien fait dans ce dossier et qu'il faut qu'on le libère, alors que c'était dit que c'est lui qui a fait, moi je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer au procès, à la réouverture. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès qui s'ouvre à nouveau? Qu'est-ce que je vais attendre en tant qu'humain? Si demain, à l'ouverture ou bien durant ce procès qui va s'ouvrir, si on peut me dire que Dainvo est vivant quelque part et qu'on peut aller le chercher, ce n'est que mon souhait. 15 ans après. 15 ans après. Ce que je trouve mystérieux, je le dis toujours, parce que je continue de dire que ce procès ou cette disparition est mystérieuse et seuls les ravisseurs et les commanditaires en savent. Moi, je leur laisse ça sur leur conscience. Parce qu'il est arrivé au moment où les gens pensaient que on avait un intérêt ou bien qu'on jouissait d'un intérêt dans la recherche de ce cadre qui avait disparu. Bon sang. Un homme que vous avez vu dans la journée, que vous ne voyez plus. Et on demande à la puissance publique d'aider. C'est ce qui se fait dans tous les pays. C'est ça que nous avons demandé. Lorsque vous parlez de contradiction, on a écouté des conseillers spéciaux, ou bien comment on les appelait avant et autres là. Mais venir à la télé dire que, ah non, Dainvo, on a déjà trouvé son assassin, on est sur une bonne piste, on a entendu tout ça là. On ne va pas encore réveiller tout ça là aujourd'hui. Parce que si les enfants entendent ça, ils sont traumatisés. Et ceux qui aiment Pierre Hubert Dainvo ne peuvent que être traumatisés. Comment elle va, la famille? Quels sont vos derniers contacts? Ça remonte à quand? Non, les derniers contacts avec son jeune frère Grégoire ne datent pas d'une semaine. On est toujours en contact. Quand je suis revenu de la prison, même quand j'étais là-bas, on était en contact. Ou les femmes, les enfants? Ouais, ça va. J'espère que le procès qui s'ouvre donnera définitivement une position pour que les enfants sachent ce qu'il faut faire. Parce que jusque-là, ils nourrissent d'un espoir. Quand bien ça fait 15 ans, ils peuvent s'autoriser de nourrir d'un espoir. Maintenant, si demain on leur dit, voici la vraie situation, ça veut dire que les enquêtes ont progressé. Tout le peuple béninois sera au courant et sera informé. Si c'est une page qu'il faut tourner définitivement, on le saura au cours de ce procès. Et qu'est-ce qu'elle vous confie, la famille, les enfants, la femme? Mais c'est toujours leur amertume. Leur amertume. Madame, votre mari va au boulot et ne revient plus depuis 15 ans. Quel sera votre sentiment?
Si on vous dit votre mari il est mort, vous faites le deuil. Et si vous voulez vous remarier, vous vous remariez. Mais si on ne vous dit pas qu'il est mort, d'abord vous ne pouvez pas faire le deuil. Vous serez dans l'espoir de retrouver un jour votre mari, même s'il est fou, qu'on vous le ramène. C'est dans cette situation que sont les enfants jusqu'à présent.